Auditeurs, auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 254 de Bouquet Canal Sat et également sur la fréquence multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez déjà, comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges, Geoffroy Vara, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Juge Bougma, bonjour. Oui, bonjour Président Kaboré, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Pour cette première convocation de la semaine, deux sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question de la 78e Assemblée générale de l'ONU avec le discours du ministre d'État Bassolman Bazier. Et en seconde partie d'émission, il sera question de l'actionnariat populaire avec la pose de la première pierre de l'usine de tomates à Bobo-Dioulasso. Voilà pour le menu de cette première convocation de la semaine et tout de suite les avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci Président, comme tout le lundi, ici ce n'est pas une pensée de motivation, mais c'est une invite à ce qu'on puisse nous écouter. Quand je dis nous écouter, c'est écouter pour comprendre, écouter pour savoir ce que l'autre veut dire, écouter pour avoir l'essentiel, la quintessence de son message. Et donc c'est une citation de Stephen Covey que je partage avec vous, et je cite: « La plupart des gens n'écoutent pas avec l'intention de comprendre. Ils écoutent avec l'intention de répondre. » Donc on ne s'écoute pas pour comprendre, mais on s'écoute pour répondre. Et donc quand vous écoutez quelqu'un pour comprendre, même s'il y a une réponse à donner, elle est différente de quand vous l'écoutez pour répondre. Parce que quand vous l'écoutez pour répondre, vous n'avez pas le temps de saisir un certain nombre de choses. Alors que quand vous parlez à quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui vont avec le verbal, le non-verbal et le paraverbal. Tout ceci se résume dans un message que vous donnez à quelqu'un. Mais quand on écoute avec l'intention effectivement de répondre, on ne fait pas attention à certains détails. Ce qui fait que des gens parfois, de bonne foi, se sont retrouvés dans l'inconfort total alors que ce n'était pas l'intention. Parce que dans un message qui est émis, ce qui est très important, c'est l'intention. Est-ce que l'intention a rencontré l'effet souhaité? Si l'intention de la prise de parole a rencontré l'effet souhaité, c'est parfait. Mais quand l'intention de la prise de parole n'a pas rencontré l'effet souhaité, il y a mal donné. Donc, chers Burkinabés, écoutons-nous pour nous comprendre plutôt que pour répondre. Excellente semaine, merveilleux lundi à tout le monde et beaucoup de courage au VDP, aux forces de défense et de sécurité et à tout le personnel de l'humanitaire. Merci, Juge Bougma. Juge Va, qu'est-ce qui retient votre attention pour la convocation de ce matin? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est, on va dire, une interpellation à l'endroit du librairie de la place qui, dans ses rayons, s'était permis d'avoir un livre pour enfants qui, en tout cas, posait véritablement problème. Vous voyez le jour où papa s'est marié et vous voyez sur la couverture un enfant qui attrape un bouquet de fleurs, peut-être c'est le jour du mariage, et avec deux messieurs. Bon, ça, je sais pas, ça comment dire cela, ça suggère un type de mariage que sous dossier on n'accepte pas, qui sont en contradiction forte avec la culture que nous avons et nos valeurs. Donc c'est vrai que la librairie a été interpellée. J'ai lu la note aussi la note de réaction, notamment de la librairie, qui s'est excusée, qui a assumé l'erreur et la faute qui a été commise et promis d'être encore plus regardants. Ils ont même parlé de négligence de leur part. Donc c'est bien déjà de reconnaître que ça a été vraiment un égarement. Et vous savez, c'est subtil. Là, c'est dans la lecture. Je pense que chacun a ses choix. Les cultures ne sont pas pareilles. On ne peut pas juger les autres relativement à ce qu'ils sont, mais qu'ils ne jugent pas aussi ceux qui ont d'autres valeurs et que de façon insidieuse, on ne les fasse pas accepter. Mais ça, c'est de la lecture, c'est une librairie de la place. Et là encore, heureusement, très vite, ça a été rattrapé. Aujourd'hui, dans nos foyers, regardez, et via certaines possibilités de regarder des chaînes, des dessins animés où vous voyez des messieurs qui sont mariés ensemble, qui ont une vie de couple, qui quelquefois même vous voyez qui s'embrassent et des choses comme ça. Bon,
Est-ce que ça, il n'y a pas aussi un élément à faire? Parce que tout le temps, on a notre Conseil supérieur de la communication qui veille à ce que nos médias, à ce que diffusent nos médias nationaux, locaux, mais quand il s'agit du regard sur les autres chaînes qui sont toutes accessibles, je le dis encore, de façon, pour les Burkinabés, on a l'impression que c'est du 2 poids 2 mesures. C'est aussi une interpellation. Si ce sont nos valeurs, ce sont des éléments que nous défendons, on les défend partout. Et ce qu'on ne permet pas sur son sol, on ne le permet pas et pour le local. C'est-à-dire et pour l'offre locale domestique et pour l'offre aussi qui vient d'ailleurs. Et je pense que ça, c'est un élément qui est très important. On n'en a pas conscience. Je pense que la question même était ressortie la semaine passée lors d'échanges au niveau de l'Assemblée nationale. Donc quand on a des positions sur l'homosexualité, sur certains éléments qui sont, comme certains disent, sensibles ou quoi, non, on a des valeurs. Et là-dessus, il faut pour moi être très regardant, il faut être très clair là-dessus. Je pense que ça, c'est mon avant-propos. Et éviter ce type de situation encore, avoir dans des rayons des livres qui font la promotion de choses que nos valeurs n'acceptent pas. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes bien à la première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, 78e Assemblée générale de l'ONU. Le ministre d'État chargé de la fonction publique, Bassolma Bazié, s'est exprimé devant la tribune des Nations Unies. Politique, diplomatie, sécurité et questions humanitaires. Bref, Bassolma Bazié n'est pas allé du dos de la cuillère. Juge Vaha, déjà dans la forme, comment est-ce que vous appréciez ce discours qui a été livré par le ministre Bassolma? Je pense que pour même quand vous dites le discours qui a été livré par le ministre Bassolma, vous n'êtes même pas dans la forme. Vous êtes aussi dans un genre de fond. Un genre de fond, pourquoi? Parce qu'il y a la désignation même de la personne pour aller à la tribune. Dans la logique des choses, peut-être on aurait compris que ce soit le Premier ministre qui y soit parti. Donc ça veut dire que peut-être il y avait un genre de discours qu'on voulait. Il y avait une typologie, pour moi, de discours. Un ton, peut-être qu'on voulait. Étant donné qu'il est ministre d'État, est-ce qu'il ne pouvait pas le faire à la place du Premier ministre? Non, on pourrait même envoyer le ministre des Sports. Mais je veux dire que c'est un choix dans lequel il faut lire aussi. Voilà, sinon, de façon triviale, tout le monde ne serait pas surpris que ce soit le Premier ministre qui donne ce discours-là. Donc j'ai dit, derrière aussi, il y a, quoi qu'on dise, comment dire cela, chacun a son identité communicationnelle. Il y a celle du Premier ministre, peut-être que pour l'occasion on a estimé que ça ne porterait pas comme on voulait, et il y a un choix qui s'est porté pour moi sur Bassolma Bazié. Maintenant, il est allé sans surprise, il a fait du Bassolma Bazié. Vous ou moi, on est journalistes, on est souvent à des points de presse, on connaît très bien les sorties du ministre, c'est sans langue de bois, c'est en tout cas le propos qui est musclé et toujours la justification qu'il n'y a rien à cacher. Si on ne peut pas tout se dire, ce n'est pas la peine. C'est un peu son maître mot. Et il est resté, je vais dire, fidèle à lui-même. Maintenant, on peut ne pas aimer la façon, mais c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il a toujours communiqué. Et si beaucoup y trouvent du muscle, je me demande quelquefois les petites discussions que vous avez lors des rencontres. Et s'ils écoutent certains propos, ils vont dire qu'est-ce qu'ils diront? Parce que le ministre, il n'y va pas du dos de la cuillère. Ça, c'est une réalité. Maintenant, certains auraient préféré plus de finesse. Et moi, ça, je le partage. Voilà, parce que donner l'impression du moralisateur pour ce qui est de tous, bon, je ne sais pas si c'est ça qui est on peut utiliser d'autres mots pour avoir le même effet, et on peut rester sincère, franc, ferme, mais autrement. Mais j'ai dit c'est un choix qui a été fait parce qu'on connaît Bassolma Bazié. On savait que ça serait comme ça. Vous ne vous retrouvez donc pas dans ce discours? Non, ça n'a rien à voir. Beaucoup de vérités ont été assénées. Beaucoup d'éléments de dénonciation clairs ont été donnés. Mais je dis, c'est le style. Voilà, c'est le style, c'est son style à lui et c'est un choix. Je pense que le président même a fait, sachant très clairement que ça allait se passer comme ça, donc c'est un choix. Maintenant, je dis, c'est comme c'est une question de couleur. Le problème n'est pas l'effet.
Là, on est en train de parler du style, de la façon. Vous savez, on peut dénoncer, on peut tout dire, mais il y a des styles. Moi, je l'ai dit encore, on a entendu le discours de Thomas Sankara. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas de sincérité, il n'y a pas de fermeté, il n'y avait pas de vérité à céder. Mais c'était un autre style. Donc, mais pour moi, le style n'est pas le problème. Il n'est pas voilà, quand je dis c'est un choix. On ne va pas faire le débat du style. Le fond, c'est est-ce que les vérités qui ont été dites sont vraies ou fausses? Est-ce que le Burkina a affirmé ses postures? Oui. D'accord. Alors, juge Bougma, déjà dans la forme, qu'est-ce que vous pensez de ce discours du ministre d'État Bassolma et aussi sur le choix de sa personne pour mener ce discours-là? D'accord, merci. D'un point de vue de la forme, il y a une logique et une cohérence avec l'option prise par Ouagadougou par rapport à la nouvelle donne. Et ensuite, d'un point de vue également vous savez, les éléments de forme vont jusqu'au style vestimentaire. Voilà, donc c'est aussi le faso d'Afani qui a été porté en lieu et place du costume cravate qui avait été porté par Damiba il y a 1 an à cette même tribune quand il s'adressait aussi au monde et au Burkinabé. D'un point de vue de la forme, c'est rare aussi que ce ne soit pas le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères. Il y a eu une session que le président Kaboré avait renoncé compte tenu de la situation nationale, et c'était le ministre Alpha Bari qui avait conduit la délégation et qui avait pris la parole à cette même tribune. Ici, ils ont préféré un ministre d'État parce que aussi dans l'ordre protocolaire, après le Premier ministre, ce sont les ministres d'État dans l'ordre protocolaire. Donc d'un point de vue protocolaire, je ne pense pas qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Que ce soit lui qui parte prendre la parole en lieu et place du ministre des Affaires étrangères, étant donné que le Premier ministre n'y est pas. Voilà. Et ensuite, c'est aussi un choix discrétionnaire du chef de l'État, comme l'a dit le juge Vaha. Le choix pouvait être porté sur un autre ministre. Et voilà. Donc, de mon point de vue, voilà, il y a ce choix-là. Pourquoi sa personne? J'ai dit, c'est à la discrétion du chef de l'État qui a préféré dans l'ordre protocolaire, comme le Premier ministre n'y sera pas, de prendre un ministre d'État. Ensuite, quand on regarde le choix fait par Ouagadougou, l'orientation politique actuelle et les hommes qui composent ce gouvernement, pour porter un tel discours en fonction de ce qu'on veut comme contenu et de ce qu'on veut laisser comme message, je crois également qu'il a le profil pour ça. D'un point de vue de la formation, d'un point de vue de la connaissance des choses et des réalités actuelles, je pense qu'il a le profil pour ça, compte tenu de sa formation politique et idéologique, compte tenu de son expérience syndicale et compte tenu aussi surtout de sa proximité avec l'aile gauche. Ça, c'est pas un secret de polichinelle. C'est des gens qui ont été formés et rompus à l'écriture du discours et à pouvoir faire en sorte que un discours soit bien placé dans son contexte. Et donc là aussi, il ne faut pas qu'on se voile à la face. Il a le profil à l'emploi. Alors donc, du reste des choses avait fuité que c'est lui qui allait conduire la délégation en lieu et place du Premier ministre et de la ministre des Affaires étrangères. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il a valablement représenté? Ça, c'est un autre débat. Mais d'un point de vue déjà de la forme du discours, c'est aussi sa longueur. Le texte écrit, il y en a qui ont préféré l'écrit à l'audio en fonction de la sensibilité des uns et des autres. Il y en a qui ont préféré également l'audio, ça fait pratiquement 37 minutes. Donc c'est plus d'une demi-heure. Beaucoup ont trouvé qu'il a été assez long. Oui, il a été assez long. Je suis d'accord c'est pourquoi j'ai dit c'est pratiquement plus de demi-heure parce que 37 minutes, voilà. Maintenant, c'est long, mais la pertinence et le fond, les rappels historiques ont fait que le temps n'a pas eu raison de ceux qui, comment on appelle ça, qui écoutent et qui finissent par se lasser. Il y a des gens qui tiennent un discours de 5 minutes qui vous saoule. Il y en a qui tiennent un discours d'1 heure et qui vous maintient accroché. Donc tout dépend des éléments de fond et de la forme
du contenu. Je disais en avant-propos que dans ce genre, dans le discours parlé, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Il y a le verbal, il y a le non-verbal et il y a le paraverbal. Il y a tout ça qui rentre en ligne de fond dans un discours. Et il a essayé certainement de mixer ces choses-là pour pouvoir... voilà. Je pense aussi que c'est des gens qui avaient besoin de s'exprimer et dire un certain nombre de choses à la face du monde. Voilà. C'est ce que j'avais à dire déjà à l'entrée matière, en attendant de venir dans les éléments de fond. Et justement, dans le fond, Juge Baha, c'est un bassolement basé, comme à son habitude, qui a livré des révélations en appelant que la France aurait tenté d'imposer un Premier ministre à l'actuel président de la transition. Oui. Il a parlé de la tentative d'imposition d'un Premier ministre et après aussi il a dit aussi qu'il y avait aussi la question de nomination à des postes clés et comme c'est dans la balance des discussions, c'est permettre au capitaine de rester quand le temps qu'il veut sans être dérangé. En tout cas, c'est des révélations qu'il a sorties là-bas. Maintenant, peut-être que concrètement, au détour parce qu'il reviendra à nos affaires domestiques, peut-être au détour de certaines interviews, on pourra avoir peut-être le clair mot de ces choses-là, mais ça ne surprend pas, parce que vous prenez l'histoire de nos pays, l'implication de la France et quelquefois son intrusion n'est plus à démontrer. Parce qu'il y a des éléments clés historiques depuis certains réseaux jusqu'à aujourd'hui. Dans certains pays où les présidents ont été réinstallés, on a beaucoup de ces éléments de chancellerie qui sont toujours dans les couloirs de nos présidences. Il y a plein d'éléments qui viennent directement même souvent de Paris, dont sur les chefs d'État connaissent les numéros et qui ont nos palais ouverts et pour lesquels il n'y a pas de passe-droit. Ça, c'est des réalités, c'est des éléments. Maintenant, c'est clair que depuis les coups d'État qu'on a eu au Mali, au Burkina, au Niger, il y a un revirement, donc ce n'est plus la même chose. Ce n'est vraiment plus la même chose. Maintenant, quand on parle de cela, je me demande c'est quand est-ce que les propositions ont été faites. Parce que par exemple pour un Premier ministre, on a vu déjà les premières heures lorsque... On se dit que c'était à l'entame de la transition. Maintenant, mais c'est ce que j'ai dit, si c'était à l'entame de la transition, on a vu aussi aux premières heures, les premières sorties du capitaine Ibrahim Traoré. Il a parlé de l'implication de la France dans la tournure des choses. Et il avait commencé à mettre en garde. Et donc déjà, dès les premières heures, la France et le capitaine qui était en train de s'installer se regardaient vraiment en chaîne de faïence. Ça, il ne faudrait pas se leurrer. Est-ce qu'il y a eu après un temps de, je ne sais pas moi, d'accalmie? Je dis accalmie parce que dans un sens étymologique, c'est calme passager. On sait qu'après, tout est revenu. Est-ce qu'il y a eu ce temps d'accalmie-là qui a permis des rapprochements? On ne va pas faire d'analyse fiction. Il a donné seulement des éléments. Dedans, on n'a pas grand-chose. Mais je dis, ça peut être possible. Ça peut être possible parce que la France a aussi longtemps fonctionné ainsi. Et quand vous voyez, c'est là aussi où il parle de toute cette hypocrisie de la diplomatie. Parce que quand vous êtes sur des postures principiennes, je ne pense pas que vous transigez au gré et selon un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que vous dites, vous n'aimez pas les coups d'État, vous êtes contre, vous ne dites pas à celui qui en a fait, écoute, je veux que tu nommes celui-là. Non. Ou bien, j'aurais préféré qu'il y ait celui-ci ou celui-là à tel poste. Non. Vous avez dit, c'est un coup d'État comme au Niger. Est-ce qu'il peut demander au nouveau régime nigérien que je veux qui comme Premier ministre, je veux qui comme... Ils ont dit, le coup d'État, on n'accepte pas. Donc, c'est cette géométrie variable-là. Je pense que ça aussi, c'est en filigrane dans tout l'exposé du ministre Bosselman-Bazier. C'est des éléments qui sont donnés pour montrer la contradiction et quelquefois la non-sincérité qu'il y a dans les rapports avec nos pays. Et évidemment, les deux éléments qu'il sort viennent étayer ce propos-là. Maintenant, est-ce qu'il y a des diplomaties sincères? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que toutes les diplomaties ils sont pareilles. Mais c'est le jeu des intérêts d'abord. C'est pour ça que j'ai dit, pour moi, il faut que nous, les Africains, on quitte dans une façon de voir le monde. Il n'y a pas de bonhomie. Il n'y a pas quelqu'un qui vous aime tellement qu'il quitte chez lui, venir se sacrifier chez vous.
C'est des intérêts. Et la diplomatie, c'est là d'ailleurs de négocier, de défendre ces intérêts-là. Mais ceux qui viennent, c'est des émissaires. La diplomatie n'a pas commencé aujourd'hui, ça date d'il y a longtemps. Et ces éléments, celles de langage qui ont été formalisés aujourd'hui, ils tiennent lieu de l'émissaire qui vient défendre les intérêts de celui qui l'envoie. À l'université Joseph Kizerbo, le président français avait clairement dit que c'était fini le paternalisme. De là à proposer un nouveau Premier ministre au Burkina. C'est là notre problème. Macron, le président français, c'est l'évangile selon Macron, donc on doit y croire. Ah, c'est que nous sommes des crédules. Ça ne va pas changer, ni aujourd'hui, ni demain. Et tenons-le pour dit, ce n'est pas un fait français. C'est comme ça. Même la Russie dont on parle, elle aussi va voguer selon ses intérêts. Il n'y a pas une diplomatie qui se fait pour l'autre. Elle se fait pour les intérêts de son pays. Il n'y a pas de sincérité. Il y a des gens qui travaillent sur des intérêts. Maintenant, ce qu'on essaie dans tous ces calculs et toutes ces négociations, c'est la double coïncidence des désirs, comme le disent les économistes, et c'est la question des intérêts partagés. Mais c'est à chacun de défendre son intérêt. Donc, la crédulité, il faut l'enlever. Il n'y a pas de pays qui viennent par bonhomie. Il n'y a pas de pays qui viennent pour nos beaux yeux. Il n'y a pas de pays qui défendra nos intérêts mieux que nous-mêmes. Donc, il n'y a pas à juger quelqu'un sur le fait qu'il défend ses intérêts à lui. Maintenant, que cela nuise aux nôtres et qu'il y ait certains d'entre nous qui soient des facteurs facilitateurs, ça c'est un problème. Et ça aussi, c'est un procès qu'on doit aussi courageusement faire entre nous. Et je pense que le ministre même Bassolman Bazier en a parlé. Donc pour moi, même le procès de cette diplomatie dit qu'elle est hypocrite. Je me demande s'il y a une diplomatie vraiment sincère. Alors, Juge Bougma, Bassolman Bazier a fait le procès de la diplomatie. Il en veut à la France, qui aurait même tenté de nommer un Premier ministre aux premières heures du capitaine Ibrahim Traoré. Pourtant, cette même France, avec son chef d'État, a affirmé à l'université Joseph Kizerbo que c'était fini le paternalisme. Vous tenez à rappeler ce discours de Macron comme si vous croyez à ce qu'il a dit. La fin du paternalisme ne se décrète pas, c'est des choses qui se vivent. Les récents événements, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, ont montré que ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Parce qu'au même moment qu'il le dit, son ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, pensait les Maliens. Quand on suivait le discours de Le Drian, on ne dirait pas que ce n'est pas dans le même gouvernement. Ce n'est pas comme si c'est Macron qui l'a nommé. C'est teinté de paternalisme. Donc, ça, non, c'est pas possible. Parce que lui-même, il oublie comment il est arrivé. Qui sont les leviers qui ont actionné pour qu'il arrive. Ces parrains de l'ombre là sont des vrais piliers de ceux qui animent la France-Afrique. Donc ça, c'est juste pour caresser, ce n'est pas possible. Et lui-même, il sait que ce qu'il dit. Il ne croit même pas ce qu'il dit. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est fort probable. Parce que Afrique Intelligence avait d'ailleurs dit que la France s'apprêterait à faire rentrer son ambassadeur en poste, en son temps, Luc Alad. Ce qui lui était reproché, c'est que, il n'avait pas pu n'a pas vu venir le coup d'État contre Damiba. Et deux, il n'a pas pu faire en sorte que les capitaines qui venaient d'arriver s'émancipent aussi facilement de la France. Ça avait été clairement dit sous cap. Et donc, avait déjà rappelé son premier conseil. Quand l'information sortait, effectivement, lui, ce dernier avait été rappelé. Et donc, les bretelles avaient été remontées. Et la France était en train de voir comment est-ce qu'il fallait remplacer celui qui était en poste à Ouagadougou. Donc, c'est dans ces enjeux, c'est dans cette situation en même temps que le Burkina, d'ailleurs, a dit qu'il ne voulait plus de Luc Alad. Donc, ce qui tente à confirmer ce que M. Bazier a dit à la tribune des Nations Unies. Afrique Intelligence est un journal français. Donc, aux premières heures, on l'avait lu, ça avait été largement partagé. Maintenant, bon, comme le Burkina avait d'ailleurs dévancé la France, le journal disait, bon, voilà, la France également se dit, non, je ne suis pas d'accord. Même si finalement, le diplomate Alad a rejoint la France. Donc, maintenant, il ne faut pas rêver. Dans une situation de contrôle, c'est normal. La France n'est pas là que pour nos beaux yeux. Il y a aussi ses intérêts. Bassolman a donc raison de parler d'hypocrisie diplomatique alors. Mais justement, est-ce que la diplomatie est sincère? Du moment où chaque diplomate sait qu'il n'est pas avec un pays, il est avec un pays seulement pour ses intérêts. Donc,
parler de la sincérité, c'est à quel degré il y a un minimum de sincérité, de confiance qu'il doit y avoir entre les acteurs sur le plan de la diplomatie. Mais c'est à quel niveau de sincérité? Je pense que c'est beaucoup plus là. Mais si vous voulez 100% de sincérité, c'est pas possible. Parce que quelqu'un qui est sur votre territoire, qui vous espionne en même temps, déjà, ça pose problème. Alors que c'est ce jeu-là que les diplomaties, ça donne à ce jeu. Donc la réalité, avoir une diplomatie à 100% sincère, ça va me tonner. C'est même pas possible. Parce que c'est d'abord là le jeu des intérêts. Voilà, donc ça, oui. Maintenant, l'aspect hypocrisie, c'est l'application maintenant des principes en la matière. Quand c'est à géométrie variable, en ce moment, effectivement, il y a un aspect d'hypocrisie là-dedans. Parce que ici, vous êtes pour les principes, et là, vous n'êtes pas pour les principes. Là, effectivement, ça pose problème. Je peux comprendre l'aspect hypocrisie à ce niveau. Parce que les États putschistes ne sont pas traités de la même façon. Quant à l'application des principes. Ça, effectivement, je suis d'accord avec lui. Si on trouve une diplomatie à 100% honnête et sincère, on n'en aura pas. Mais maintenant, j'ai dit bien l'application des principes. Et quand vous partez même jusqu'à violer les conventions que vous avez signées entre vous, notamment la Convention de Vienne, dans son application sur un certain nombre de choses, et vous tenez à dire que vous dépendez des principes, effectivement, là, c'est de l'hypocrisie. Et là, je suis d'accord avec lui. Sinon, trouver une diplomatie qui soit honnête et sincère, là, il ne faut pas rêver. Il a également été question on a parlé des questions sécuritaires dans ce discours du ministre d'État. Et abordant cette question, il a parlé des vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la surveillance du territoire et un certain nombre d'armements qui ont été bloqués par ces mêmes partenaires. Oui, mais là, je pense qu'il y a des composantes qui devraient venir de certaines zones. De la Belgique. Voilà, mais il y a certaines zones qui sont citées. Quand on dit Belgique, on sait que c'est eux et on connaît un peu les rapports qu'on a aujourd'hui. Et eux, ils sont dans un principe d'alignement. Lorsque l'un des pays est sur, on va dire, sur une posture avec une ancienne colonie ou quoi que ce soit, il y a comme un genre d'alignement. Même si on sent aussi que les lignes ne sont pas si serrées à leur sein. Parce qu'on voit comment la diplomatie même se comporte aussi différemment ici, ces deux temps. Mais ça, je pense que le ministre fait bien de le dire et cette tribune est bien indiquée d'ailleurs pour dénoncer ces faits-là. Puisque logiquement, c'est là où tous les États, c'est 193, je pense en gros, qui devraient être présents. Donc, ceux qui vous coincent, qui vous bloquent là, ils sont là. Et donc, c'est un message qui, pour moi, est très important, justement, à cette tribune-là. Parce que le ministre le disait, on est dans une guerre. Ce sont des pays qui sont en train d'être asphyxiés par un terrorisme. Et en même temps qu'on dit, OK, on va voir ce qu'on peut faire, en arrière-plan, on ne vous donne pas qu'on vous donne les moyens, c'est-à-dire même vous cherchez les moyens de pouvoir vous armer, et puis on vous met les bâtons dans les roues. La question, c'est à quelle fin? Vous vous demandez de façon très logique à quelle fin? Puisque on a comme l'impression qu'on veut vous voir vous noyer. Et là, quand on veut participer de votre perte, c'est clair que ça ne peut pas être accepté. À un moment donné, il faut dire les choses et taper du poing sur la table. Et ça a été une tribune bien indiquée pour le dire à la face du monde et le dire aussi à ceux qui sont présents et qui sont d'ailleurs coupables de ces faits-là. Maintenant, après, c'est à nous de travailler à avoir des moyens de contournement et des alternatives. Ça, c'est le principe. Maintenant, ce qui est un peu dérangeant, quand je regarde un peu dans la façon dont souvent les pays qui sont en proie à des difficultés se retrouvent confrontés à des éléments difficiles, c'est que l'Europe elle-même, à un moment donné, oblige les pays à se retourner vers ceux qui ne sont pas forcément indiqués selon eux, parce qu'ils ne respectent pas tout, ils donnent sans regarder dans certains droits, dans certains... Mais quand quelqu'un est en train de se noyer, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qui passe à côté, auquel il peut s'accrocher, il s'accroche, quitte à sauver la vie, et puis après on va voir. Quand vous prenez l'un des cas patents, c'est celui de... le pays va me revenir, où on a commencé à voir d'abord la Russie bien présente avec la Centrafrique, pour le cas de la Centrafrique. L'histoire, elle est connue. L'histoire, elle est connue. C'est une France qui avait manœuvré aussi à ce que le président qui était dans des turpitudes avec des hommes en armes proches de sa capitale s'est retrouvé encore
coincé avec des bâtons mis dans les roues. Où, on se rappelle bien, ce qui lui avait été remis, c'était des armes d'abord saisies dans le cadre du terrorisme, ce qui n'était même pas normal. Et l'impossibilité pour lui d'avoir les moyens de se défendre. Mais vers qui il s'est retourné? C'est vers la Russie. Et ça encore, c'est le comportement français qui l'y a amené. Et encore que vous avez les échanges avec Sergueï Lavrov pour des éléments pour lesquels on vous fait tourner depuis, la Russie vous dit, écoutez, je vois vos problèmes, allez-y. Je pense que ça aussi c'est un minimum. Est-ce que là il y aura de la sincérité? Vous avez tout à l'heure dit qu'en termes de partenariat, il n'y a pas de sincérité. Oui, mais là il y a des intérêts. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'on vous les donne gratuitement? Mais arrêtons. Il n'y a pas de bonhomie. Nous on a des problèmes, on veut les régler. On met les moyens et puis on les règle. Ça ne va pas dépasser ça. Et celui qui vient aussi, il vous vend des armes. Ce n'est pas des offrandes là. Ça aussi, il faut qu'on se le tienne pour dire. Maintenant, ce qu'on ne peut pas accepter, c'est lorsqu'on est dans des problèmes, que certains vous empêchent d'avoir même le moyen de vous défendre. C'est ça ici le problème. Quand le ministre dit qu'on a passé des commandes et que par des voies détournées, il y a des blocages. Les commandes là, on n'a pas, c'est pas de la mendicité, on a payé. Et l'autre, il nous a vendu. Donc, c'est une relation commerciale d'abord. Donc, ce n'est pas une question de bonhomie. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, la sincérité, pour moi, n'a pas son... Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y en a qui sont hypocrites parce qu'ils font comme si de rien n'était, alors que c'est eux qui bloquent la machine. Ça, c'est un véritable problème. Donc, je dis, souvent, c'est la posture européenne elle-même qui font que ces États-là, de façon logique, se retournent vers d'autres alternatives. Maintenant, c'est elles qui viennent dire encore, écoutez, ceux-là ne respectent pas ceci, ceux-là ne respectent pas cela. Nous, on est dans des problèmes. Je crois que ça a été le discours de Bassolon Bazier. Et au fond, quand il commence, il fait même le procès de la communauté internationale, il parle de l'ONU, il parle de l'Union africaine. Lorsqu'il dit, par exemple, que ce sont des institutions instrumentalisées, et il fait même un procès encore plus large que ça, c'est qu'il se permet il dénonce une réalité, il parle de milliardaires sur des plages où des gens sont en train de mourir et que c'est comme un crime organisé. C'est un ordre mondial qu'on a fait pour fabriquer des pauvres. En fait, cette non-sincérité-là va jusqu'à ce niveau-là. Donc, ça a été un procès, un véritable procès, pour beaucoup qui ont vu, en tout cas le ministre, le voler dans les plumes. Alors, juge Bougma, on est d'accord, ça a été un procès au plan international pour ce qui est de la diplomatie, mais la question que l'on se pose, on a un ministre d'État qui prononce un discours burkinabé par rapport à l'attitude de la communauté internationale quand on sait que le Burkina a besoin d'armement, il n'y a pas de soutien, on parle de droits humains, mais de l'autre côté, après ce discours, on retrouve le ministre avec la ministre chargée des Affaires étrangères, avec le ministre en charge des Finances, en table ronde avec des bailleurs de fonds pour demander un soutien financier. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Non, il n'y a pas de paradoxe. On doit se dire la vérité, mais on a un destin commun, on doit avancer ensemble. On ne vit pas en vase clos, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas possible. Mais il y a une part de vérité qu'on doit se dire. Vous avez bloqué notre armement, il y a des détails qui sont donnés par rapport au blocage. Parce qu'avant, il n'y avait pas de détails. On dit seulement que c'est bloqué quelque part et parfois les citoyens accusent même à tort ou à raison les pays voisins. Mais ici, il y a des petits détails de ce qui est bloqué et je suis sûr que ce n'est pas seulement ça qui est bloqué. Voilà. Mais maintenant, pour revenir effectivement à votre question, je dis bien, on ne vit pas en vase clos. C'est ça aussi la communauté des États. Il faut qu'on se dise la vérité pour que dans la démarche, même si on a à se donner des coups de main, qu'on se dise la vérité. Et ça, et quand on voit la liste des pays qui ont été cités, les pays rencontrés, c'est plusieurs pays qui ne partagent pas forcément aussi le modèle occidental. Donc, c'est plusieurs pays qui ont été rencontrés à tour de rôle pour déposer le plan de Burkina. C'est pour dire, voici également ce que je dépose sur le plan. Voilà ce que j'ai comme plan de stabilisation. Je cherche des partenaires pour m'aider. Ceux qui sont d'accord avec le plan de stabilisation et qui sont d'accord également avec ce que nous avons comme option, on y va ensemble. Ceux qui ne sont pas d'accord également, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que devant cette communauté des nations, je n'ai pas à déposer parce que j'ai décrit une façon de faire. C'est une façon de faire qui est décriée, que beaucoup d'autres pays partagent et beaucoup d'autres pays en souffrent. Mais parce qu'avant il y a de l'hypocrisie, est-ce qu'on doit encore repartir vers ces mêmes partenaires-là? Non. Est-ce que vous avez vu la liste des pays qui ont été cités concernant les différentes rencontres? C'est plusieurs pays, ce n'est pas un seul.
c'est pas vers une seule communauté. Russie, Iran, comment on appelle ça, Brésil, États-Unis, et puis il y a les organes des Nations Unies qui interviennent au Burkina, puisqu'il y a les organes des Nations Unies qui interviennent au Burkina, qui sont là-bas, il n'y a pas de problème. Puisque quand vous partez pour l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est comme quand vous partez pour le sommet de l'Union Africaine, il y a les organes rattachés, il y a des rencontres également qui se tiennent avec ces organismes-là. Donc il y a des rencontres également sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral. Donc sur le plan bilatéral et multilatéral, vous allez présenter vos différents projets, comme dit stabilisation. Par exemple, pour nous, c'est un plan de stabilisation. Donc vous partez et vous demandez, puisque c'est l'occasion où vous rencontrez presque tout le monde. Plutôt que de prendre son avion et puis faire le tour du monde, là, c'est dans des salles de conférence, d'hôtels et tout, vous vous rencontrez, et puis bon, après tel organisme, vous passez à un autre organisme, après tel organisme, vous passez à un autre organisme. Donc il faut être réaliste, mais l'hypocrisie et le louvoiement, et le manque de sincérité dans la façon de vous aider, et ça doit être dénoncé. Et je pense que ce qui a été dit aussi, ce n'est pas forcément qu'il dénonce, ce n'est pas forcément qu'il est allé faire le procès de la communauté internationale. C'est aller justifier pourquoi nous avons fait ce choix. Justifier pourquoi nous avons pris cette option et pourquoi nous avons pris cette direction. Et quand vous regardez les éléments, ça se justifie. Vous prenez par exemple la question du franc CFA. Il dit c'est pas pour nous et il demande à l'appui en citant le code civil français, en citant les signataires. Même sa dénomination CFA depuis 1945 n'a pas changé. Quand on abrège ces CFA, ça renvoie à l'ancienne appellation, même si aujourd'hui on a changé ça autrement. Mais quand on abrège, ça renvoie à d'autres. Il dit c'est pas pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'au même moment qu'on nous loue ça, nous ne devons pas demander un soutien. Non, ce n'est pas ça qui est dit. Et quand il fait le point des réserves, des richesses africaines, il dit c'est pourquoi la jeunesse africaine, c'est pour justifier aussi l'option que nous sommes arrivés à un niveau où on veut être, où le traitement doit changer. Donc ça sonne tilt dans la tête des uns et des autres. Maintenant, après avoir dit ça, j'ai encore également dans mes bagages un plan de stabilisation. Et je demande à ceux qui veulent venir avec moi de venir. Et puis les autres ici sont libres de venir ou de ne pas venir. Même le fait de vous recevoir pour parler de votre plan, il y en a qui sont libres de vous recevoir ou de ne même pas vous recevoir. Ils disent, bon, écoutez, je ne peux plus venir à la même table que vous après ce que vous avez dit. Donc, il y a la liberté des nations. Donc, il y a aussi que le Burkina aussi a le droit, le devoir d'expliquer à la face du monde ses ambitions et ses intentions. Maintenant, qui veut aller avec nous? Ça, c'est le choix maintenant des acteurs. Mais ne pas le faire, je pense qu'il faut être réaliste. On ne vit pas en vase clos, il faut avoir les pieds sur terre. Mais il y a une vérité qu'on doit se dire si on doit avancer ensemble. Et vous faites bien de rappeler ces aspects-là. Justement, Juge Vaha, quand on tient un tel discours et qu'on se retrouve sur la table avec ces mêmes personnes où on a dénoncé l'hypocrisie diplomatique pour demander du soutien avec ces bailleurs de fonds, est-ce qu'on est logique avec soi-même? Bon, vous savez, c'est les degrés de lecture. Si vous voulez le lire au premier degré, vous direz que, bon, ça encore, nous rentrons dans la danse de l'hypocrisie que nous avons nous-mêmes dénoncée. C'est pour ça que j'ai dit, pour moi, c'est pas la diplomatie, c'est la diplomatie. Elle est faite du jeu de défense d'intérêt pour des nations, avec des émissaires qui vont pour les discuter. Donc, pour moi, chacun part y gagner quelque chose, avec les moyens qui sont les siens. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'il soit permis aux uns et aux autres de dire je veux bien négocier avec vous, je veux bien que vous m'accompagniez, mais c'est selon mes conditions. Et les conditions, c'est les préalables pour moi que le ministre Bassolman Bazier a eu à dire sur la tribune. C'est de dire voilà comment nous voulons et nous entendons fonctionner avec qui est intéressé à travailler avec nous. C'est dans le respect, parce que nous sommes souverains et tout. C'est des éléments de langage qui viennent derrière. Maintenant, c'est la pleine conscience, lorsqu'on a fini de tirer à boulet rouge sur tout le monde, qu'on a besoin d'eux, en définitive. Ça, c'est implacable. Et de façon froide, parce qu'il y a un pays à gérer, vous vous asseyez, vous discutez de ce que vous pouvez avoir pour votre plan 2023-2025. C'est de ça qu'il s'agit, parce que rentrer
Il y a des projets, il y a des éléments de développement, il y a des politiques qui doivent être financées. Et ça se discute avec les partenaires qui ont bien envie de vous accompagner et puis qui ont écouté votre discours tout à l'heure. Donc ils viennent en connaissance de cause, ils viennent en personne avertie. Je crois que c'est cela qu'il faut retenir. Maintenant, y trouver, comment dire cela, de la contradiction ou quoi que ce soit, je ne pense pas. Et puis, quoi qu'on dise, ces assemblées générales-là, le fond, chacun vient quelquefois avec son message. Et le Burkina avait vraiment envie, et quand on écoute le ministre Bassolman, avait ce message comme qu'il gardait au travers de la gorge. Parce que c'était, on a combien de moments ici où vous voyez notre diplomatie ou nos ministres avoir ce parterre de représentation au niveau mondial pour se faire entendre. Donc, ça a été l'opportunité pour tout déverser. Tout a été dit. Maintenant, il y a une vie qui continue. Et il y a un réalisme qu'il faut avoir. Est-ce que le Burkina peut se fermer? Ce n'est pas possible. C'est pour ça souvent quand, si j'entends, certains disent, si c'est comme ça on quitte l'espace, si c'est comme ça on fait ceci. Mais quand on finit là, on fait quoi? Il y a la réalité, On ne peut pas seul continuer. On a besoin des autres. Et même quand on a fini d'affirmer tout ce qu'on a affirmé, on vient, on s'assoit et on discute. Et là encore, on demande à être accompagné. C'est ça, hein? C'est demander. On a demandé à être accompagné. Même quand on dit on n'a pas besoin d'aide, mais on vient, on s'assoit et on demande d'être accompagné. Il y a l'idéal, il y a la réalité des faits. On va terminer par là sur ce sujet. Jules Bouma, quand on regarde les différents discours du Burkina, du Mali, de la Guinée, il y a le Niger qui n'a pas pu s'exprimer, qui l'a dénoncé vivement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un point commun? Et s'il y a un point commun, quelle est finalement la finalité de l'ONU? Comment est-ce que vous entrevoyez la suite? Oui, en fait, c'est qu'il a dit quelque chose. Si l'ONU ne fait pas attention, il y aura même un coup d'État là-bas. En fait, ce coup d'État, ce n'est pas forcément des hommes en armes, mais c'est son image qui va être écornée. Et puis, il y a de nouvelles tendances, il y a de nouveaux regroupements. Les BRICS, qui sont en train de monter également en puissance. À un moment donné, ça peut jouer sur la qualité, la crédibilité des Nations Unies. Et là, effectivement, je suis d'accord. Regardez le Niger. Pour la préparation à la participation de l'Assemblée générale des Nations Unies, vous n'arrivez pas là-bas pour dire nous sommes arrivés. Ça se prépare avant. La liste de la délégation est envoyée en avance. Il y en a qui partent avant l'Assemblée générale. Il y en a qui restent et qui rentrent après. Parce qu'après, il y a les travaux de commission qui se font. Donc la délégation est envoyée à l'avance. La liste totale des membres de la délégation. Ensuite, celui qui conduit la délégation. Tout est envoyé à l'avance. Puisqu'il y a des accréditations que vous devez recevoir avant de bouger. Même s'il y a des hommes de médias qui doivent aller couvrir, toutes ces accréditations sont envoyées avant. Et ça se prépare à l'avance. Le Niger n'aurait pas respecté? Si, ça a été respecté. La preuve, le badge a été désactivé, ça veut dire qu'il avait été octroyé. Le Niger, là, le premier ministre du Niger, il a fait les institutions internationales. Le ministre des Affaires étrangères, c'est qu'on ne peut pas se lever comme ça. Qui va vous donner l'autorisation d'avoir accès même aux locaux? Puisqu'on dit que le badge a été désactivé. Ça veut dire que le badge avait été envoyé, avait été activé. Mais ça a été clairement dit, c'est à la demande du ministre de Bazoum, des Affaires étrangères de Bazoum. C'est là où on n'arrive pas effectivement à comprendre. Dès lors que vous avez validé, accordé même les accréditations, c'est quoi vous voulez? C'est comme si vous rentrez maintenant dans les affaires intérieures d'un État pour faire un choix par rapport à qui doit venir et qui ne doit pas venir. Mais pourquoi celui qui a désactivé le badge n'est pas là-bas? S'il y était et que vous avez autorisé sa présence, je peux comprendre. Mais il n'est même pas là-bas. Et à distance, il désactive. Au même moment, il y a des délégations de putschistes qui sont là-bas. Vous faites allusion à qui? Par exemple, je prends un exemple. J'entends des arguments qui disent Bazoum n'a pas encore démissionné. C'est pourquoi ça ne marche pas. Alpha Condé, est-ce qu'il a démissionné? Il n'a pas démissionné. Condé a dit je ne présenterai pas ma démission à des enfants que j'ai habillés. Advienne que pourra. Doumbouya n'a pas pris la parole là-bas. Ou bien c'est parce que Condé n'a pas dit il faut désactiver Doumbouya. C'est ce qu'on a. En fait, ce sont ces éléments, ces écueils-là qu'on n'arrive pas effectivement à comprendre. Mais là où effectivement les pays se rejoignent par rapport à cette prise de parole, c'est quand vous regardez également l'engouement, la salle, il n'y a pas assez de gens. Mais ça, c'est pas un problème. Vous pouvez tenir un discours devant 50 personnes avec un impact sur du million.
vous pouvez tenir un discours devant 1 million de personnes, 0 impact. Parce que ça dépend du contenu. Vous voyez que le discours est largement repris. Donc, que ce soit le Mali, le Burkina, la Guinée et autres, il y a effectivement à regarder de près ces voix qui s'expriment là, plutôt que d'être dans une hypocrisie totale. Mais donc, parlant de l'avenir des Nations Unies, ce n'est pas maintenant que les uns et les autres ont commencé à dénoncer les Nations Unies. D'accord. Ce n'est pas la première fois. Et je pense également que ceux qui l'animent devraient être davantage conséquents. Mais maintenant, pour terminer, par rapport au Niger, c'est une affaire de rapport de force à ce niveau-là. Et donc, on vous fait la force. Mais bon, après, voilà. Et est-ce que le bras de fer engagé contre le Niger peut marcher? Je ne sais pas. Mais vous prenez l'humanité. Les sanctions, là, les effets des sanctions sur les pays, c'est peut-être au début. Après, le pays se réorganise. Cuba, le pays le plus sanctionné et muré d'embargo le plus au monde. La Libye, longtemps sous embargo, sous Kadhafi. Il y a combien de résolutions contre Israël? Il y en a à l'appel. Donc, si vous chargez le pays de sanctions, le pays se réorganise. Et après, vous faites quoi? Donc, c'est ça aussi la réalité. Alors, on termine avec vous, juge Vara, sur le sujet. Quand on regarde ces pays qui ont pu s'exprimer, le Burkina, le Mali, la Guinée, même si le Niger n'a pas pu s'exprimer, comment entrevoyez-vous la suite au niveau des Nations Unies, quand on se rappelle aussi que Bassolma Bazi a dit que l'ONU elle-même, dans ces conditions, risque de ne pas échapper à un coup d'État? Bon, vous savez, j'ai dit encore, c'est des tribunes. C'est des tribunes. Il faut savoir à qui on s'adresse, qui est le récepteur du message, et puis qui même a une oreille attentive à tout ce que vous dites. Parce qu'il y a une catégorisation presque aussi des pays qui y vont, et il y a la non-surprise aussi de quelquefois des discours qui sont tenus. C'est nous aujourd'hui qui, parce qu'on a nos réalités, sommes très regardants sur ce qui s'y est dit. Il y a d'autres aussi qui, dans d'autres réalités, sont venus en tenir des discours plus forts et plus musclés et au regard de leurs actualités. Et il y a des institutions qui restent stoïques et parce qu'elles savent comment elles fonctionnent. Et quand vous revenez, même le cas de la Libye dont le ministre parlait, mais je suis désolé, Russie, Chine dont on parle, qui sont aussi comme un genre d'alliés pour lesquels peut-être on donne la perception d'être un peu différent des autres. Et je suis désolé, s'ils avaient mis un veto, on n'aurait pas eu ça. C'est ça la réalité. Ceux qui ont des sièges permanents, là, on sait comment ils fonctionnent. C'est sur le jeu aussi de leurs intérêts. Sur ce qui s'est passé ici, la posture. Sur ce qui va se passer ici, quelle posture. S'il y avait un veto, ça ne suffirait pas. On dit ok, on croise les bras et on regarde. Ça ne fait pas d'eux aussi des personnes à disculper. Ça ne fait pas d'eux des États à disculper. Il faudrait qu'on comprenne qu'il y a un ordre mondial. J'ai dit, ça c'est très important. Il faudrait qu'on comprenne qu'il y a un ordre mondial. Peut-être que la question du coup d'État dont il parle, peut-être c'est ça, le renversement de cet ordre-là. Et dans ce renversement, je suis désolé, qui va venir renverser qui? Le juge Bougma tout à l'heure parlait d'Ebdix. Oui, mais là, c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Contre qui? C'est membres permanents la coalisée, c'est le monde. C'est ceux qui dominent. C'est ça. C'est ça le fond. Et je pense qu'il y a une lecture qu'il faut avoir. Tant qu'on l'a, on ne se perd pas. On ne se perd pas. Vous savez, celui qui est déçu, c'est celui qui a mis des espoirs. Le calcul, là, c'est la meilleure des choses. J'ai l'impression en tant qu'Africain, on est souvent beaucoup encore dans l'émotion. On est comme au temps de nos parents qui ont vu des enfants de 22, 23 ans parce qu'ils avaient une longue barbe, ils pensaient que c'était des gens qui pouvaient leur dire « agenouille-toi mon fils ». C'est notre problème là qui est là. On met moins l'analyse dans ce qu'on fait, moins de froideur. Il n'y a pas de gens qui nous aiment trop. Il y a nous qui devons nous aimer. Et c'est nous seuls qui pouvons défendre nos intérêts. Même avec ces puissances-là, les moments, les moments d'antagonisme que vous voyez, ça peut être très différent demain. Le plus important, c'est vos intérêts à vous. Et pour moi, tout cela, c'est pareil, c'est du pareil au même.
il faut avoir de la froideur. Alors, 5 minutes d'audience restant. On va évoluer vers le dernier sujet pour cette première convocation de la semaine, actionnariat populaire. Le chef de l'État a procédé au lancement à travers la pose de la première pierre de l'usine de construction pour ce qui concerne la tomate à Bobo du Lasso ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez, juge Bougma? L'acte est joint à la parole. Oui, l'acte est joint à la parole. Moi, ce qui m'intéresse, les techniciens, les experts en entrepreneuriat, tout pourront épiloguer parce qu'il y a plusieurs initiatives de transformation de la tomate qui n'ont pas marché. Bon, maintenant, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est la forme, la façon de le faire, de lancer les travaux. C'est l'actionnariat populaire. C'est un test grandeur nature de ce concept que Laurent Gbagbo a porté à tour de bras, de ce concept controversé parce qu'il y en a qui ne croient pas, qui nous disent notre esprit communautaire n'est pas suffisamment chose pour qu'ensemble on parte sur un projet comme ça qui puisse faire gagner. Donc moi c'est le test grandeur nature de l'acte qui est joint à la parole par rapport à ça. Donc c'est ce test là d'abord. Comment est-ce que, j'ai dit bien ce test grandeur nature qui a été lancé, c'est vraiment une phase d'expérimentation. C'est cet aspect de l'expérimentation de l'actionnariat populaire qui est en marche que j'attends de voir. Mais maintenant, des usines qui n'ont pas marché, oui. Est-ce que c'est un problème de gestion? Est-ce que c'est comment on appelle ça? C'est la matière première qui a manqué? Est-ce que c'est la concurrence avec ces conserves venues d'ailleurs que le fleuron national n'a pas pu tenir? Ça, c'est effectivement d'autres débats qu'on pourrait mener. Mais en attendant, c'est la phase expérimentale de ce concept-là qui est en marche. Et on attendra de voir ce que ça va produire comme résultat. Est-ce que vous rejoignez peut-être ceux qui estiment qu'il aurait fallu refaire renaître les usines qui ont échoué? Il ne faut pas confondre les choses. Il y a les usines que l'État burkinabé avait lancées qui n'ont pas décollé, mais là, c'est des initiatives d'hommes et de femmes qui se sont regroupés. Est-ce qu'on peut leur demander d'aller rouvrir des usines de l'État qui n'ont pas marché ou de lancer leur propre initiative? N'oublions pas qu'on a dit actionnariat populaire. Il y a eu l'État à sa main là-dedans, c'est vrai. Mais en attendant, ce sont des individualités. Mais quand je prends un exemple de l'usine Fassofani à Koudougou, quand il fallait reprendre, il y a les machines à refaire, il y a tout un tas de choses. Et puis il y a des gens qui avaient leur main là-bas, qui étaient des actionnaires, qui doivent des banques. Qu'est-ce qu'on fait? Si vous arrivez à dire que vous allez ressusciter une usine, moi je suis actionnaire, vous avez donné vos parts, Vaha a donné ses parts, on arrive, on dit bon voilà les conditions pour reprendre ça, nous dit écoutez, si c'est comme ça, c'est mieux que nous lançons notre propre initiative. Donc pour des gens qui ont cotisé leur argent, il faut leur laisser la liberté d'opérer leur choix, plutôt que de dire d'aller ressusciter cela alors que ici l'État n'est que un partenaire. Le reste c'est des gens qui sont ensemble entendus pour lancer leur business. Donc on termine avec vous, juge Vaha, sur ce sujet, actionnariat populaire. Le président de la transition a joint l'acte à la parole. Est-ce qu'on peut dire finalement que les populations ont adhéré? Les populations adhèrent. Et je pense que la pose de la première pierre vient apporter du concret dans ce qui était de l'ordre de l'idée lancée. C'était le 12 juin, ma mémoire bonne, 12 juin, 12 juillet, je ne sais plus. Et jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, il y a la possibilité d'adhérer en payant d'abord, parce que c'est le modèle associatif 5 000 francs, et puis maintenant commencer à payer des parts du projet 10 000. C'est bien. Maintenant, j'ai dit, ça sera la gestion là qui sera comment dire cela, le gage de réussite ou pas. Son mode de gestion. Et jusqu'à présent, on ne dit pas, par exemple, quand vous payez une action, combien vous allez gagner. Donc, on est encore loin de peut-être d'éléments concrets sur lesquels on peut partir. Mais c'est déjà bon que dans la tête de tous, ça commence à se matérialiser. Pour moi, c'est déjà très important. Maintenant, c'est la rigueur qu'il y a derrière. Parce que le modèle, il est très hybride. On parle d'entrepreneuriat communautaire. Ça veut dire que c'est des gens qui se mettent à la base ensemble pour faire quelque chose. Et le modèle maintenant choisi, c'est celui de l'actionnariat. Donc, chacun vient et attend une rétribution sur la part. Mais là, il y a quelqu'un qui est comme un gage de confiance, c'est l'État. Parce que lui-même, il y prend part. Et il motive à venir prendre des actions. Vous voyez, voilà le caractère bien hybride de la chose. Donc, ça va tenir, pour moi, à d'abord le sérieux dans la gestion. C'est ça qui va faire que demain, la confiance va grandir ou pas. Sinon, les besoins d'industrie dans beaucoup de nos contrées, ça, c'est un fait. Et
beaucoup de fois, on a tenté, que ce soit l'État lui-même ou même des privés, sur certaines industries locales de transformation. Très souvent, ça n'a pas marché. Il faut aller chercher les raisons. Mais on espère que cette fois-ci, comme il y a l'État dans une bonne partie, et puis il y a la confiance populaire qui est derrière et qui est en marche, ça devrait pouvoir réussir si on est sérieux. Alors, bon vent donc à l'actionnariat populaire. Et c'est tout pour cette première audience du tribunal de l'actualité pour cette nouvelle semaine. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis. Merci aux équipes techniques de réalisation. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.